Bienvenue dans Actu Territorial, le format où je te résume les dernières news de la fonction publique territoriale en quelques minutes. Tu peux trouver les liens des articles dont je te parle sur ma page Facebook Fonctionnaire Territorial. Alors pour cette nouvelle revue de presse, on commence avec un article sur la Gazette, un billet d'humeur plutôt, dont le titre est « Le temps des investissements immatériels ». On parle dans cet article de la campagne municipale avec le Conseil d'analyse économique qui a fait une étude sur ce sujet. Notamment, en gros, l'idée, c'est que toute la campagne électorale pour les municipales ne passe pas seulement par la construction d'équipements, qui était un peu le leitmotiv de beaucoup de campagnes passées. On nous parle notamment de la réputation des maires bâtisseurs qui n'est plus à faire. Ça, c'est un temps qui devient révolu, notamment du fait de la baisse exceptionnelle des dotations entre 2014 et 2017. La plupart des communes n'ont plus forcément les moyens de bâtir comme ça des grands équipements sportifs ou autres pendant leur mandat. Et c'est d'ailleurs une source de mécontentement, c'est ce qu'on nous dit dans ce paragraphe, puisque le fait de perdre par exemple un lycée ou une librairie par exemple, forcément la population locale va pas être contente. Donc c'est un sujet quand même assez délicat, mais du fait de ces baisses de dotation, ça devient de plus en plus compliqué pour les maires d'être toujours sur cette tradition de maire bâtisseur. Et donc l'étude du CAE nous dit qu'en gros, il faudrait revoir les stratégies d'investissement pour aller quelque chose de plus immatériel, avec plus de participation citoyenne, et qui aurait donc pour objectif la qualité de vie et le bien-être de la population. Et ce que nous dit notamment cette étude, c'est qu'il ne suffit plus aujourd'hui de faire un bâtiment public, il faut aussi en faire de ces bâtiments publics, qu'ils soient déjà construits ou qu'ils soient en construction, des lieux de socialisation. Sauf que pour faire en sorte que ces lieux vivent, ça nécessite quand même du personnel. Et dans une période où l'État n'incite pas du tout les territoires à embaucher, avec cette obsession de la maîtrise des dépenses de fonctionnement avec le fameux chiffre des 1,2%, on voit qu'il y a quand même une dichotomie entre les annonces et la réalité économique que subissent les maires. Maintenant, ça n'empêche pas le fait que les maires doivent composer avec ces réalités d'aujourd'hui et donc doivent faire preuve d'imagination pour proposer aux populations locales de nouvelles façons d'envisager l'investissement dans une commune. Ensuite, alors cet article, je vais le garder pour la fin sur la protection de l'enfance, c'était l'article que j'ai partagé mardi, mais c'est le plus compliqué à évoquer, donc je vais y revenir à la fin. Mercredi, j'ai partagé un article de France TV Info.fr à propos des municipales toujours, sur la fameuse polémique de la circulaire Castaner. Alors cet article-là, je le trouve très bien fait parce qu'il résume bien les différentes composantes de cette histoire. Donc je te laisserai aller voir parce qu'il est assez complet. Si tu ne sais pas de quoi je parle, le ministre de l'Intérieur a adressé au préfet une circulaire qui concerne ce qu'on appelle les nuances politiques pour les élections municipales. Alors les nuances politiques, en gros, c'est l'idée que les préfets peuvent attribuer une nuance politique à un maire, donc qui vient de gagner une élection, même s'il est sans étiquette, par un faisceau d'indices, par tout un tas de méthodologies plus ou moins à remettre en cause. Et ça permet, le fait de faire ça, d'avoir au soir même ou le lendemain des élections, d'avoir une vision politique un peu du pays, avec des équilibres politiques dans les territoires. Est-ce que ça votait plutôt à gauche, à droite, au centre, etc. Bref, ça permet de faire des analyses plus ou moins fines du paysage politique local, et puis d'avoir cette vision un peu nationale, de faire des grands équilibres, etc. Et puis aux politiques nationales, ça leur permet d'y aller de leur analyse politique. Donc là, dans la circulaire, il y a une demande qui est faite au préfet de ne plus attribuer de nuances politiques aux candidats dans les communes de moins de 9000 habitants. Et ce qui pose problème, c'est que ça va changer en fait l'analyse politique au niveau national, puisque ces communes de moins de 9000 habitants représentent quand même 96% des communes en France et près de 50% de la population nationale. Donc du coup, toute analyse nationale d'équilibre des forces politiques dans le territoire ne sera pas possible, puisque de fait, on aura 50% de la population qui sera écartée de cette analyse politique. Et le reproche qui est fait
c'est que ce serait quelque chose de voulu par le gouvernement, ce serait une manipulation tout simplement, pour écarter une partie de la population qui serait pas très favorable à la majorité présidentielle. Et donc le fait de faire cette combine un peu statistique, ça permettrait à La République En Marche de ne pas avoir des résultats catastrophiques. Bon, moi c'est pas mon cœur de métier là, ces petites analyses politistes, mais en gros c'est ce qui est dit par tous les partis d'opposition. Mais là où on a quand même une petite analyse à avoir au niveau local, c'est qu'on a quand même l'association des maires ruraux de France qui avait fait cette demande depuis longtemps que les maires ne soient pas étiquetés par les préfets, notamment ceux qui décident d'être sans étiquette, d'avoir des préfets qui respectent ce choix. Donc pour eux, c'est une victoire de ne pas être étiqueté comme ça par le préfet. Mais de là à dire que c'était la motivation profonde du ministre pour faire cette circulaire, bon, voilà, tu en penseras ce que tu veux. Mais voilà, t'as aussi une autre problématique soulevée par la circulaire, je te laisserai aller voir, c'est un peu plus de la tambouille, tu sais, sur les regroupements politiques. Comment on considère qu'un maire fait partie de la majorité présidentielle ou pas, selon les regroupements de partis. Bref, si ça t'intéresse, je te laisse aller voir, c'est l'article, je trouve, le plus complet, en tout cas de ce que j'ai vu sur cette polémique. Ensuite, un article sur la Gazette. À propos de l'intercommunalité, on en parle toutes les semaines en ce moment, tu sais, la relation entre les communes et leurs intercos. Pour l'instant, on était plutôt dans l'apaisement depuis ce début d'année, mais là je me vois obligé de revenir un peu sur une position un peu plus polémique, sur notamment avec ce billet, dont le titre est « Faire de l'intercommunalité un espace de réelle coopération ouvert aux citoyens ». Donc bon, pour l'instant le titre je suis quand même plutôt d'accord. Là où je suis pas d'accord, c'est sur cette partie-là, où en gros l'auteur nous dit que pour s'ouvrir réellement aux citoyens, il faudrait un scrutin universel direct autonome pour les élus intercommunaux, qui soit, donc je cite, là je suis en train de citer cette phrase-là, qui soit découplé du scrutin municipal, donc pas au même moment que le scrutin municipal, et ça renforcerait donc la légitimité démocratique et la redevabilité des élus intercommunaux devant les citoyens. Et c'est là où moi je trouve que ça va beaucoup trop loin, puisque ça balaie comme ça l'essence même de l'intercommunalité, qui est justement le fait d'avoir des communes qui s'associent entre elles pour certains projets. L'esprit originel n'est pas du tout d'avoir une espèce de nouvel échelon comme ça, en plus de la commune. On n'est quand même pas sur les mêmes fondements. Et encore une fois, loin de moi l'idée de taper sur l'intercommunalité. Moi, je trouve qu'au contraire, la construction originelle de l'intercommunalité, c'est quelque chose de tout à fait intéressant. Mais depuis les lois, notamment loi NOTRe, on s'éloigne de plus en plus de cet objectif initial. Et pour moi, le coup de grâce, ce serait le scrutin universel direct autonome pour les élus intercommunaux, sachant qu'aujourd'hui on vote déjà en fait pour eux, mais de façon plus ou moins indirecte, puisque c'est en même temps que les élections municipales, et que les conseillers intercommunaux pour lesquels on vote sont situés en début de liste de la liste municipale pour laquelle on vote. Alors ok, c'est un peu indirect, mais il y a quand même une prise citoyenne sur les intercommunalités, et le fait de vraiment séparer les deux élections pour avoir entre guillemets plus de légitimité démocratique pour les conseillers intercommunaux, c'est quelque chose qui s'entend, parce que c'est vrai, on ferait une vraie élection entre guillemets pour eux, donc oui, ça c'est quelque chose qui s'entend, mais moi je trouve que c'est le coup de grâce pour les communes. Pour moi, très clairement, si on va vers ça, on se dirige vers la fin des communes, puisqu'on aura des maires qui se retrouveront avec de moins en moins de pouvoir vis-à-vis des intercommunalités, donc ça c'est déjà quelque chose qui se passe, mais en plus de ça, ils auront moins de prise sur leur intercommunalité, puisqu'on aura des conseillers intercommunaux qui seront complètement indépendants, entre guillemets, des municipalités qui composent l'intercommunalité. Donc là, moi vraiment, c'est un point d'opposition complet. Après, l'article est très bien fait, il y a juste, moi ce point-là où je suis complètement en désaccord, mais la suite de l'article est très intéressant sur justement comment construire ce couple commune-intercommunalité au mieux. Donc je te laisserai aller voir, et puis libre à toi aussi d'être en accord avec cette idée aussi.
Et d'ailleurs, je te laisse développer en commentaire si jamais tu étais d'accord avec cette idée. Et de toute façon, tu peux réfléchir à cette question parce que c'est typiquement le genre de question qu'on peut te poser à un oral. Donc peu importe à la limite ton opinion là-dessus, voilà, essaie de te préparer un peu à ce type de questions. Ensuite, un article sur le Courrier des maires à propos de la compétence sport, et c'est une tribune d'un sociologue, Michel Kobel, sur le rôle de cette compétence sport dans les communes. Et on voit que cette compétence, elle a une place particulière dans les communes, puisqu'on nous dit ici qu'il y a des profits symboliques pour les communes, pour les maires, dans leur mise en avant plus ou moins efficace de leur politique sportive. Alors au début, on nous parle des parcours similaires vers le pouvoir, c'est une analyse sociologique sur le fait que l'accession au pouvoir, qu'il soit en politique au niveau des maires par exemple, et au niveau aussi des associations sportives, il y a des similitudes, puisque finalement, dans les deux cas, assez peu d'ouvriers arrivent au pouvoir. Donc on voit qu'il y a une certaine homogénéité dans ces personnels à la fois politiques locaux et associations, enfin présidents d'associations de sport. Mais on nous dit aussi que il y a des choix qui sont faits par les communes, notamment sur le foot, qui est très largement subventionné pour pas que ça devienne un sport de riche comme le golf, puisqu'on compare un peu les deux sports en termes de charges que ça représente pour l'entretien des terrains, etc. Et que très clairement, les communes font le choix du football pour que ça ne devienne pas un sport de riche, pour que ce soit accessible à tout le monde. Mais que, alors sans dire c'est bien, c'est mal, on voit bien qu'il y a donc des choix qui sont faits en termes de sport, que c'est pas quelque chose qui va de soi, et que en ça, les maires ont encore un certain pouvoir par rapport à ça, et que c'est pas forcément fait non plus juste pour la beauté du geste, même si j'imagine que la plupart des maires sont quand même bien sûr de bonne foi dans ces investissements d'équipements sportifs, etc. Mais il y a aussi le côté renforcement de l'identité locale qui est très important pour les maires via cette compétence sport. Ça permet d'être attractif. Le sociologue explique dans cet article pourquoi. Bref, je te laisse, parce que là la vidéo va être assez longue, je te laisse aller voir par toi-même. Mais voilà, vraiment un avis un peu différenciant par rapport à ce qu'on peut voir sur le sport. Moi, c'est une compétence en plus qui m'intéresse beaucoup. Donc je te laisserai aller voir si ça t'intéresse. Et donc enfin, je reviens sur lagazette.fr pour l'article sur la protection de l'enfance. Donc tu sais, il y a eu un reportage sur M6 à propos de la protection de l'enfance. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce reportage, il laisse pas indifférent. Moi là, je viens de le voir à l'instant et je t'avoue que ça m'a clairement ému. Donc sous le coup de l'émotion, je vais même pas essayer de dire quelque chose d'intelligent là-dessus parce que le sujet est déjà très compliqué. Et en plus, comme je viens de te dire, je suis encore un peu sous le coup de l'émotion. Moi, tout ce que j'ai à te dire là-dessus, c'est que l'article de la Gazette est une bonne entrée en matière si tu l'as pas vu. Ça fait un résumé du reportage, mais sous l'angle de la territoriale, parce que les départements sont dans le viseur du reportage. Alors pas tous, voilà, moi j'ai commencé à lire des avis un peu à droite à gauche en disant que le reportage est biaisé, etc. Bon, personnellement, je vois souvent des reportages télé qui sont très exagérés, très biaisés, etc. J'ai pas eu ce sentiment en regardant le reportage. Je trouvais qu'il y avait un certain équilibre, notamment sur les éducateurs. Effectivement, on voit des éducateurs qui sont violents, etc. Mais on en voit d'autres aussi qui sont très concernés par leur travail. Il y a aussi le fait qu'on ait mis en avant le fait que c'est un métier très difficile et avec beaucoup de manque de moyens, et que malgré ça, il y en a qui arrivent à faire des trucs super intéressants. Bon, loin de moi l'idée de dire que M6 a fait un travail absolument génial et exempt de critiques, mais voilà, moi j'ai trouvé quand même intéressant ce reportage. Donc voilà, je te laisse aller voir l'article de la Gazette là-dessus, sur notamment la réaction des départements face à ces accusations. Moi je trouve que le seul truc important face à ça, c'est qu'il y a une réalité du vécu de ces enfants qui est très difficile. Et donc si cette polémique peut aboutir à des choses concrètes, tout changement positif sera bon à prendre. Même si là, quand tu viens de voir le reportage, tu te dis qu'il faudrait une véritable révolution dans ce milieu. Révolution à la fois dans la formation, révolution
dans les moyens qu'on met dans la protection de l'enfance pour réellement changer les choses. Donc bon, si t'as le cœur bien accroché, bah écoute, je te laisse aller voir le reportage, d'autant plus que c'est une compétence qui nous concerne à la territoriale, donc on peut tout à fait t'interroger là-dessus. Le reportage va faire grand bruit dans notre petit microcosme de la territoriale, donc moi je pense que c'est quelque chose que tu dois voir pour ton concours, et puis réfléchir un peu à la question si jamais tu étais interrogé à l'oral à ce sujet. Voilà, bon, c'est sur cette note triste que je te laisse. J'espère que tu as quand même appris 2-3 trucs. Et je te dis à la semaine prochaine pour un autre épisode d'Actu Territorial, j'espère un peu plus joyeux. Salut!